La rupture technologique dans le cyber, elle est permanente. Et donc, vu que cette rupture technologique, elle est permanente, elle induit des changements de pratiques d'usage militaire, mais également d'usage civil, d'usage sociétal, qui sont permanents. Et donc, globalement, ces évolutions questionnent également la façon dont se transforme la conflictualité dans le cyberespace. Vous savez que dans un ordinateur classique, il y a des bits qui codent sur 0 ou sur 1, et puis on va faire les calculs comme ça. On peut imaginer un analogue quantique de ces bits qui s'appelle le qubit, pour bit quantique, qui va pouvoir prendre un état superposé 0 et 1. Et donc l'espace des états qu'il va explorer, il va être forcément beaucoup plus grand. Et si vous mettez plusieurs qubits ensemble grâce à l'intrication, et bien là, vous augmentez encore plus l'espace des états possibles. Et donc c'est de là que vient la promesse d'accélération des calculs dont vous entendez sûrement parler dans la presse. L'accélération exponentielle, elle ne sera pas observée en pratique de façon systématique, pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça. Mais néanmoins, on peut, type d'algorithme par type d'algorithme, observer des gains qui peuvent être utiles ou pas et qui peuvent changer la donne aussi. Et notamment avec des conséquences sur le plan cryptographique. Toute la démarche quantique de la France repose sur ce qu'on appelle une stratégie nationale qui a été lancée en 2022 par le président de la République, qui faisait elle-même suite à un rapport qui avait été commandé à l'Assemblée nationale et qui s'appelait Technologie quantique, le virage que la France ne ratera pas. Aujourd'hui, en introduction, on a parlé de cryptographie. Et donc, c'est les briques théoriques qui permettent de garantir aujourd'hui la sécurité de l'ensemble des communications. Et une des applications qui est un peu plus négative de l'ordinateur quantique, on sait que si on avait une machine suffisamment puissante, eh ben on pourrait casser toute la crypto qui est utilisée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire casser de la crypto? C'est-à-dire que si vous avez un adversaire qui a cette machine à disposition et que vous n'avez pas mis en place les protections qui sont suffisantes, il va pouvoir rentrer dans votre système sans que vous le voyez et en sortir, faire ce qu'il veut, sans que vous puissiez faire rien du tout. Donc on comprend bien que c'est une menace qui est très importante et qui appelle à un renouvellement. En France, on est extrêmement bien positionné aujourd'hui sur ce sujet-là. On a beaucoup de force avec un tissu académique qui depuis longtemps travaille sur le sujet et en plus de ce tissu académique, il y a eu des startups qui ont été créées, donc on est dans un processus d'innovation et d'industrialisation. On est sur le front sur plusieurs technologies et donc voilà, de mon point de vue, on est dans le top 3 dans cette course. Mais il y a ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui va être vrai dans 10 ans. Donc aujourd'hui, on est dans des changements qui sont considérables et il va falloir continuer à investir sur ce sujet. C'est vraiment un enjeu de suprématie géopolitique. Aujourd'hui, moi, ça me fait penser à la course à l'espace dans les années 60. C'est vraiment la nouvelle frontière pour moi et on voit bien qu'il y a beaucoup de pays qui sont sur le sujet, qui investissent massivement. C'est plus de 40 milliards aujourd'hui de dollars qui ont été mis sur la table sur différents pays. Effectivement, les Américains sont en tête de la course. Les Chinois sont pas loin derrière. Les Russes aussi ont fait des annonces récemment. Donc on voit bien qu'il y a clairement une course qui s'est engagée avec un enjeu qui est extrêmement important parce que dans les développements effectivement attendus que vous avez mentionnés, il y a les communications, il y a les capteurs quantiques, il y a effectivement le calcul, la modélisation. C'est à la fois une arme offensive et une arme aussi défensive. La prise de conscience, je pense qu'elle a commencé. Malgré tout, il y a encore pas mal de travail à faire. Je pense que c'est une question de priorisation aussi, parce que très clairement, aujourd'hui, les RSSI sont focalisés sur les menaces du moment. Elles ne manquent pas. Donc c'est compliqué d'avoir ce double regard, à la fois s'intéresser à la menace actuelle et anticiper. Mais anticiper, je reviens à cette notion d'urgence, finalement la menace elle est déjà là. Effectivement, Ludovic parlait d'information, tout ce qui est système d'armement, on sait très bien que c'est pour 30 ou 40 ans. Et si un ordinateur quantique est opérationnel d'ici 15 ans, on a un réel problème effectivement déjà là maintenant. Donc cette urgence elle est bien là. La partie cyberespace, on peut découper en au moins 4 catégories, donc l'autoprotection, la lutte informatique défensive, offensive et la lutte d'influence. Pour tous ces aspects, finalement, en fait, on a déjà un certain nombre d'algorithmes de traitement qui peuvent être augmentés ou remplacés dans certains cas par l'IA.
Donc pour l'autoprotection, on peut parler par exemple des fuites électromagnétiques, des signaux parasites qu'on pourrait un petit peu mieux mesurer ou quantifier ou détecter avec de l'IA. Sur la lutte informatique défensive, on pense naturellement à l'analyse de logs et comportementale. Idem pour la partie offensive, le pentest bien sûr va probablement être chamboulé par les agents qui arrivent très très vite. Et sur la lutte d'influence, ce qui est peut-être le plus mis en avant, c'est naturellement les deepfakes. Avec, c'est pas encore tout à fait mature, mais ça, là encore ça va venir très très vite. La partie deepfake vidéo, avec synchronisation vidéo, voix, gestuelle. Tout ça avec potentiellement usurpation d'identité. Les gens qui sont déjà connaisseurs en cybersécurité vont utiliser l'IA pour automatiser et aller encore plus vite. Et à côté de ça, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose en cybersécurité, grâce typiquement au LLM, sont capables de générer des attaques très facilement, sans aucune connaissance préalable. Donc on doit gérer à la fois la qualité qui est supérieure sur les attaques et la quantité aussi. Les malwares, le phishing, la détection d'intrusion, c'est des soucis, c'est des problèmes de plus en plus conséquents à cause, encore une fois, de l'IA générative. Typiquement, avant on faisait de la détection de malware avec nos antivirus traditionnels par exemple. Maintenant il y a de l'IA dans les antivirus traditionnels, donc la surface d'attaque et les méthodes d'attaque sont plus les mêmes. Typiquement, pour vérifier que nos défenses sont en place, nous on va générer c'est pas de l'agent TKI, mais on prend un agent, il apprend tout seul à modifier des malwares, des petites modifications pour vérifier que les malwares sont toujours détectés par nos antivirus. Et on s'aperçoit comme ça, qu'en faisant des petites modifications que l'agent fait de manière autonome, les antivirus ne détectent plus les malwares. Donc on est obligé ensuite de remettre une surcouche d'IA de notre part pour être complémentaire avec les antivirus du marché. Manuel Kiva, le délégué général pour l'armement, qui le disait, la généralisation de l'IA est aujourd'hui une arme de désinformation et d'influence, et je crois que malheureusement l'actualité ne fait que lui donner raison, et donc il y a nécessité de se doter des moyens de détecter, de déjouer cette désinformation. La production de contenu élaboré, clairement, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qu'il faut redouter, qui va s'accélérer, et à horizon de 10 ans, ça pourrait être une généralité. Dans les années 90, c'était le graphiste qui faisait ça avec Photoshop. Il faut quand même avoir une très grande maîtrise de l'outil pour faire des deepfakes réalistes. Et puis maintenant, tout le monde peut le faire. Il suffit d'écrire le bon prompt, la bonne phrase, ce qui est quand même pas si facile que ça, pour que l'IA enlève des objets ou génère des images ex nihilo. Et d'une manière relativement réaliste, oui. Et ça est surtout couplé à la distribution de contenu sur les réseaux sociaux. Là, oui, on a un cocktail qui est complètement explosif. Pour un chat GPT qui sort, il y en a 50 déjà sur le dark web pour faire des malwares, des images, des deepfakes. Quand on parle de sécurité de l'IA, c'est quoi une IA sécurisée ? Alors nous n'avons pas 4 heures, mais j'aimerais quand même y avoir une petite réponse. C'est compliqué. Si on prend les recommandations de l'ANSSI, on va dire qu'il faut essayer d'évaluer la sécurité des librairies externes et du dataset d'apprentissage. Un des meilleurs moyens de voir, c'est quand même d'attaquer ses propres algorithmes d'IA quand on les développe. Par exemple, on a vu beaucoup si on reprend les LLM, avec ChatGPT et autres, on n'était pas censé pouvoir faire n'importe quoi. On a vu qu'avec les prompts, il y avait des méthodes très simples. Voilà. Donc c'est très compliqué, surtout pour ce type d'algorithme, type LLM. C'est-à-dire que nous, pour nos algorithmes un peu plus machine learning, deep learning, on peut tester des attaques de type adversarial, de générer un petit peu, d'essayer de trouver la frontière de discrimination entre deux classes et de jouer un peu. Par exemple, avec les malwares, c'est ce qu'on fait, on modifie des malwares pour voir à quel moment il est plus détecté. C'est comme ça qu'on vérifie la sécurité de l'IA. Donc c'est à la fois le code de l'IA, mais ce sont aussi les modèles d'IA, c'est ce que vous évoquiez à l'instant. Et puis il y a les données employées par l'IA. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ? Il y a quoi, la notion de chiffrement ? Alors, on peut chiffrer les données, il y a aussi savoir, on n'utilise pas n'importe quelle donnée. Par exemple, typiquement, nous, en interne, on va préférer avoir un peu moins de données, mais bien les connaître et savoir qu'elles sont bonnes, que prendre des datasets publics ou typiquement, il y a des choses comme Hugging Face qui sont très bien, par exemple, mais on a vu qu'il y avait eu des problèmes avec des modèles qui avaient été entraînés sur Hugging Face, qui avaient des backdoors. Il faut surtout vérifier où on prend les modèles et les datasets, il vaut mieux avoir la main dessus. Intégrité, par exemple, ça veut dire qu'est-ce qui se passe si l'attaquant il peut modifier quelque chose ? Il peut modifier des données d'entraînement. Donc à ce moment-là, il peut empoisonner mon modèle.
C'est-à-dire qu'il va modifier les données d'entraînement. Moi, je vais apprendre mon modèle. J'ai un modèle qui est utile. Je suis super content, mais en fait, l'attaquant a mis une porte dérobée dans mon modèle. Il peut faire dire n'importe quoi à mon modèle quand il veut, à mon insu. Voilà. L'intégrité des données de test. Par exemple, une donnée de test va être classifiée comme si, ça n'arrange pas l'attaquant, il veut la modifier, donc il va chercher la perturbation minimum pour faire changer la décision par le modèle. Et il se trouve que ça marche extrêmement bien. Il y a deux technologies très différentes qui de l'extérieur se ressemblent et qui vont probablement converger dans les années à venir. Ça, c'est un cas de réalité augmentée. C'est les écrans transparents. Et ça sert à afficher ce qu'on appelle vulgairement des hologrammes, donc des informations numériques dans le champ de vision de celui qui le porte, mais sans occulter la réalité. Et donc ça permet de compléter la réalité avec des informations pour, par exemple, aller au bout d'une mission. Dans notre cas, c'est plutôt sur la maintenance, sur de l'apprentissage, dans la défense, la sécurité ou les centres de formation. Et l'autre technologie complémentaire, c'est la réalité virtuelle, où là, vous êtes enfermé dans des casques qui ressemblent à ça, mais qui sont opaques, et parfois dotés de capacité de voir le réel au travers des caméras, mais ça marche d'une manière assez... qui donne un peu la nausée ou la cinétose, comme on l'appelle, et donc qui permettent de s'abstraire de la réalité. Ceux qui ont eu le film Ready Player One, ou tous les films où il y a de la simulation, où la personne qui porte le casque est emmenée dans un autre univers via ce qu'il voit et ce qu'il ressent, ça c'est de la réalité virtuelle. Et il est probable que les deux vont converger dans les années à venir pour un enjeu unique, c'est qu'est-ce qui remplacera tous nos écrans. Derrière l'idée de technologie immersive, il y a l'idée de créer des expériences dans lesquelles l'utilisateur est plongé dans un monde, dans un univers, où les frontières entre le réel et le virtuel s'estompent. Ce qui rejoint complètement l'idée que les deux réalités virtuelles et augmentées vont se rejoindre un jour. Les frontières, en fait, s'estompent. Alors après, on peut avoir des univers qui sont plutôt des univers virtuels, voire des univers complètement virtuels, qui peuvent représenter la réalité, par exemple, avec des jumeaux numériques, ou qui peuvent représenter des mondes complètement inventés, comme dans Fortnite. Et puis, on a des univers qui sont plus proches de la réalité, à laquelle on essaye d'apporter des éléments supplémentaires pour que les gens sachent mieux s'orienter, pour qu'ils puissent mieux appréhender la réalité, détecter une menace, savoir comment agir, et qui sont là, effectivement, plutôt proches de la réalité augmentée. Sur la question de est-ce que ça va arriver, moi je pense qu'il n'y a aucun doute. Ça va arriver forcément. On va avoir des technologies a priori dans les 10 ans qu'on pourra porter tout le temps sur soi. Il y a l'accélération des usages, il y a ces opportunités dont vous venez de parler, mais il y a aussi effectivement des risques inhérents à l'arrivée, comme toutes les technologies dont nous parlons aujourd'hui, notamment la question de la vulnérabilité aux cyberattaques, évidemment. Comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on prépare cette dimension ? 3 types de pistes qu'on peut explorer. La première, c'est la fragilité intrinsèque de ces outils. Parce qu'effectivement, ce qu'on va voir arriver en très très grande masse, c'est des appareils connectés, des IoT, dont le coût devra forcément être plus faible qu'il ne l'est aujourd'hui pour des raisons commerciales. Mais on sait très bien que plus le coût des appareils est faible, et moins la sécurité qu'on peut mettre dedans est grande. Donc ça veut dire qu'on risque de voir arriver des milliers, des dizaines de milliers d'objets connectés, type casque, gants, montres, bracelets, tout ce que vous voulez, qui ne seront pas sécurisés. Donc là, évidemment, c'est le bonheur pour les attaquants. C'était le principe du botnet Mirai, qui avait colonisé tout un tas d'objets connectés, faiblement sécurisés, pour pouvoir ensuite avoir une force de frappe sur une attaque. Ça, c'est la première chose. Donc, regardez du côté de la sécurité des appareils eux-mêmes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une deuxième question qui va se poser très très vite aussi, c'est qu'on va vouloir déployer très rapidement, dès que ça va être au point, et que ça sera économiquement jouable, on va vouloir le développer très rapidement dans le monde professionnel. On va dire, il nous le faut absolument. Et on sait très bien que plus on veut aller vite, et plus les exigences de sécurité qui sont un petit peu là, comme des freins, en disant attention, il ne faut pas faire ça comme ça, il faudrait repenser et tout, on va peut-être avoir tendance à passer un peu par-dessus pour dire il faut déployer. Ça, c'est la deuxième piste. Donc, il faudra faire attention dans le déploiement. Puis la troisième piste, c'est se dire qu'on a face à nous des attaquants qui sont versatiles, qui peuvent aller très très vite, qui vont être opportunistes et qui vont se dire qu'il y a là probablement un champ à explorer très vite. Donc, si on combine les trois, des appareils peu sécurisés, un déploiement trop rapide, des attaquants qui seraient un peu astucieux, la menace, alors c'est pas forcément une menace radicalement nouvelle. C'est pas quelque chose, on connaît tous ces problèmes-là, mais ils risquent de se poser de manière très forte. Le modèle ukrainien tel qu'il est aujourd'hui
n'est pas un modèle à copier. C'est un modèle, il faut savoir qu'il a été fait dans l'urgence. Donc, alors nous, on a le temps d'y réfléchir. En soi, le smartphone est un bon outil, puisqu'il permet d'envoyer des photos géoréférencées à une vitesse folle. Là où avant, il fallait prendre la photo, envoyer les coordonnées, regarder sur une carte ou sur un GPS. Là, en fait, on envoie la photo dans les métadonnées, c'est-à-dire les coordonnées sont directement incluses. Ça part ensuite au niveau supérieur et ensuite, éventuellement, un appui-feu peut arriver ou un appui aérien. Mais à l'inverse, je ne pense pas que ce soit une solution tout à fait pérenne. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on pourrait l'utiliser à certains niveaux, au niveau tactique bas, à des niveaux beaucoup plus hauts. Ça me paraît beaucoup trop risqué. C'est pour ça qu'il faudrait garder des moyens de communication durcis militaires, mais qui pourraient un jour devenir ne plus être opérationnels suite à une cyberattaque, à un brouillage électromagnétique. Et à ce moment-là, le smartphone viendrait en redondance. Mais pour moi, il faut quand même rester sur une logique de moyens militaires durcis, spécifiques. Mais par contre, il faudrait prévoir des procédures smartphone au cas où nos moyens militaires devaient être amenés à être défaillants. L'armée, en cas de conflit, vont s'appuyer sur les opérateurs de téléphonie mobile et sur les opérateurs télécoms, que ce soit français ou locaux, si jamais on était dans un autre pays. Donc il y a une utilité forte, soit pour maintenir maintenir le réseau, c'est-à-dire entre guillemets envoyer limite des équipes de lutte informatique défensive pour peut-être aider les opérateurs à monter en compétences et à se maintenir et à se maintenir. Et après, il y a aussi une utilité effectivement pour rerouter le trafic. Si jamais il y avait une opération qui devait se préparer, peut-être rerouter plus le trafic sur une zone et réduire les capacités de certaines. Il y a des choses à faire, mais dans tous les cas, on sait que les opérateurs sont ciblés. Donc, moi, je pense que le plus important, que ce soit aussi bien pour le front que pour l'arrière, puisqu'en fait, c'est pareil, l'accès à la téléphonie mobile, aujourd'hui, pour le moral des populations, c'est extrêmement important. On les oublie souvent. Et donc, c'est clair que c'est indispensable qu'il y ait une interopérabilité, qu'il y ait des échanges. Historiquement, on avait peut-être des attaques qui étaient plutôt monolithiques, où effectivement on essayait d'exploiter une faille donnée et puis de rentrer sur le système d'information de l'entreprise. Et un opérateur est une entreprise. Aujourd'hui, les types d'attaques se sont vraiment diversifiés et moi, j'aurais tendance à parler d'attaque totale, dans le sens où toutes les surfaces d'attaque sont exploitées en parallèle. On essaye d'attaquer via le smartphone des employés, via le PC bureautique, via les fournisseurs, en s'introduisant physiquement dans les locaux de l'entreprise. Tous les moyens sont bons en fait. La finalité étant derrière de joindre la cible. Et le moyen de rentrer dans le réseau de l'entreprise, il devient de plus en plus varié. Et là, l'imagination n'a plus de limite. France doit rendre l'invisible perceptible et l'imprévisible prédictible. Tant est à l'accélération, je crois que c'est un point qu'on a pu percevoir avec l'ensemble des 4 points qu'on a évoqués aujourd'hui, mais aussi une accélération qui appelle à un certain pragmatisme. La réponse passera par une approche collective. La coopération est un enjeu majeur, une coopération renforcée, armée, donc privée, publique, les académiques évidemment, de nombreux défis qui appellent nos armées à se réinventer, à savoir douter aussi, décider, agir pour être prêt.